Qu'est-ce que c'est ce bruit? Non, non, non les gars, non c'est gamin ça. Non, c'est pas bien ça. Kenny! Kenny! Mike! Ah putain, cette caméra qui marche jamais là, c'est vraiment le bordel. Viens Valou faire de l'urbex. Viens découvrir ton environnement en forêt. Viens Valou, c'est à côté d'une plage nudiste. Je suis tout seul, j'ai pas un bout de téton. Kenny! À tous les coups je vais me faire violer là, c'est sûr et certain. Là. Kenny! Kenny Garvanez! Trop beau pour aller en prison. Mike! Bah je la retrouverai jamais, voilà. C'est l'histoire de ma vie. Kenny! Bon, ça avec très peu de chance de marcher plus que les fois précédentes, hein, mais c'est un peu long. Dans cette jungle de tous les mystères, vous devez faire attention et prendre les bonnes décisions. Malheureusement, ici, c'est vous qui allez prendre ma décision. Est-ce que je dois retourner au camp de base à gauche ou est-ce que je dois prendre le chemin de droite et aller chercher de l'eau à côté de la plage? Ça, c'est vous qui décidez. J'essaie de rendre cet urbex interactif, mais j'en peux plus. Kenny! Mike, Théo, Kenny, je vous emmerde. Ça a marqué pour la postérité. Yes! Il faut qu'on parle. Si vous suivez ma chaîne depuis des mois, des semaines ou peut-être quelques jours, vous savez que le 7e art fut toujours pour moi évasion. La seule capable, le temps d'une projection, de me faire vivre une expérience inoubliable. Encore aujourd'hui, le cinéma demeure l'un des endroits les plus accessibles pour se sentir vivant. Agrippé à son siège, face à une scène horrifique, comique ou majestueuse. Pour moi, il n'existe rien de plus personnel qu'une pensée cinématographique, n'appartenant qu'à nous, tête à tête subtile avec le propos d'un auteur par une rencontre. Oui, le cinéma est un rendez-vous, dont il ne faut pas oublier l'attraction qu'il peut provoquer avec un public amoureux de celui-ci. Le cinéma, c'est vivre, frissonner, oublier l'empreinte de notre existence pour se mêler à la féerie d'un moment unique. Le cinéma, c'est sortir d'une salle et se demander pendant des heures, parfois des jours, ce que l'auteur nous raconte et l'impact qu'il peut avoir sur nos vies. Bon, je vous l'accorde, parfois on assiste à des œuvres passant bien plus de temps à nous expliquer pourquoi se flageller pendant 2 heures avec un caleçon de bain serait plus intéressant pour nous que de regarder cette proposition artistique. Parfois, on se fait surprendre, baissant la garde face à une vision malsaine, dérangeante, mais tout simplement grandiose, ne pouvant laisser indemne. Et parfois, on se laisse complètement emporter par un chef-d'œuvre, long métrage n'ayant plus rien d'une projection en salle car devenant voyage, à la fois dépaysant et magique. Maintenant, imaginez un gosse de 3 ans à qui l'on aurait offert comme première séance les aventures d'un homme aspiré dans un jeu de société, à mi-chemin entre Chauve-souris tueuse et Symphonie glaçante de James Horner. Imaginez-le vivre premier rendez-vous en salle obscure, à la fois terrifié par ce qu'il voit, mais fasciné par un monde ayant créé son amour pour le genre. Imaginez un mélange entre fantastique, horreur et tendresse, le tout prôné par le regretté Robin Williams devant les yeux de ce petit garçon. Eh bien ce petit garçon, c'était moi. Jumanji, ou ma première rencontre avec le 7e art, devenue définition d'une machine à rêver. Alors la question est, comment un film peut-il être épousant des dizaines de genres cinématographiques, non pas l'image du cinéma, mais de mon cinéma. Entre tambour et réflexion, c'est parti, on lance les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jumanji, un jeu pour tous ceux souhaitant laisser derrière eux leur univers. Lancez les dés, oui, lancez les dés pour avancer votre pion. Un double vous donne le droit de rejouer. Quitte à faire de l'urbex tout claqué, de toute façon, c'est parti. 3. Dans la jungle, tu attendras. Faire l'analyse de Jumanji ou revisionner The Predator te délivrera. Je peux rester dans la jungle. Nous sommes à Boston, en 1981. Cette année marque la disparition d'un des plus grands musiciens de tous les temps, Bob Marley, qui n'a certes rien à voir avec le sujet du jour, mais c'est important de le rappeler.
Pour Chris Van Allsburg, auteur américain, elle rime avec publication de sa nouvelle Jumanji, histoire de deux enfants confrontés à un mystérieux jeu de société. Judith et Peter sont les personnages principaux, découvrant les sévices du Jumanji dans un parc non loin de chez eux. Très vite, serpents, lions, singes et autres rhinocéros s'échappent, semant le chaos dans la ville. Vous l'aurez compris, excite Alan Parrish, Sarah Whittle et autres Van Pelt, la nouvelle de Van Allsburg se veut plus classique, mais devient rapidement culte auprès des enfants, ayant d'ailleurs droit à une suite en 2002 avec Zathura, connue des fans de science-fiction. Et si la structure d'une telle fresque semble idéale sur grand écran, son adaptation n'est pas une mince affaire. Approché par Peter Guber, alors président de la Columbia, Allsburg lui écrit l'ébauche d'un scénario, essayant d'inclure à son histoire nouvelle dose de mystère et de surréalisme. Sa narration tape dans l'œil des studios, lui affirmant avoir souhaité à de nombreuses reprises abandonner le projet s'il n'avait pas été brillamment réécrit par l'auteur. Joe Johnston, fort de plusieurs films pour enfants comme Chérie, j'ai rétréci les gosses et proche d'ILM pour ses travaux sur Star Wars et Indiana Jones, est tout naturellement choisi pour diriger le long métrage. Et là vous allez me dire, le projet est sur les rails, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que c'est pas si facile que ça, malheureux. Quoi qu'il arrive, on se débrouillera tout seul, on n'a pas besoin de toi. Alors ça, j'en doute, hein. Après un saut dans le temps digne de Retour vers le futur, nous sommes maintenant au début des années 90. TriStar Pictures, filiale de Columbia et production fondée par Monsieur Steve McQueen, se passionne pour les films de genre. Celle-ci s'intéresse donc grandement au projet, mais ce à une condition, que Robin Williams, au top de sa forme et souhaitant jouer dans des films pour enfants, en tienne le rôle principal. Refusant dans un premier temps la partie, faute à un scénario qu'il juge trop peu élaboré, il faudra la réécriture de Joe Johnston, réalisateur du long métrage, ainsi que de Jonathan Slade, Greg Taylor et Jimmy Strain pour que l'acteur accepte enfin le rôle. Ce petit garçon, c'était moi, Sarah. Tu l'as tué. Le problème, c'est que Johnston, cinéaste mettant un point d'honneur à respecter religieusement son script et ses idées de mise en scène, à la manière d'un Spike Lee, est un puriste, redoutant la réputation de l'acteur. Son côté fantasque est porté sur l'improvisation, même si extrêmement talentueux, le tourmente. Pour lui, un tournage doit se passer dans les règles de l'art, et sans accroc. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait que quelques années plus tard, il a probablement réalisé l'un des films les plus stables en termes d'écriture, de scénario et effectivement de tournage, Jurassic Park 3. Le pauvre. Des alligators. Ce n'est qu'après une discussion avec l'acteur, ayant compris les motivations de Johnston, que l'aventure commence. Williams s'implique énormément dans le projet, jouant parfois plusieurs scènes en double, la première sans et la seconde avec improvisation. Endiablé et complètement en phase avec son personnage, il amène une ambiance féerique sur le plateau. Très vite, Johnston comprend l'aubaine de tourner avec quelqu'un d'aussi talentueux que Robin Williams, le clamant encore aujourd'hui. All films are difficult to make on many levels, but I just had a wonderful time working with Robin Williams. He was just a very collaborative and resourceful actor, and I had heard stories that he just goes wild and ad-libs everything, and you know, it's hard to keep him sort of in line. That was not the case at all. He recognized that the story and the visual effects that he had to interact with were as important a part of the film as he was, and so he was very careful not to go outside the box. Il y est accompagné de Bonnie Hunt, des jeunes Kirsten Dunst et Bradley Pierce, et, entre autres, de l'agent de police David Alan Greer et du chasseur Jonathan Hyde, qui lui jouera également le père d'Alan dans les scènes se déroulant en 1969. Car oui, le film prend de nombreuses libertés par rapport à l'œuvre originale. Nouveaux personnages, structure narrative autour de 3 temporalités et monsieur Alan Parrish. Tourné en grande partie en Nouvelle-Angleterre, mais aussi dans le New Hampshire, représentation de la ville de Brentford, les sociétés de production misent énormément sur le long métrage. Pour ça, elles appellent les studios ILM, Industrial Light and Magic, pour s'occuper des effets spéciaux extrêmement novateurs pour l'époque. Ils développent de nouveaux logiciels spécifiquement pour Jumanji, permettant de créer différentes expressions faciales sur le visage des animaux, ainsi que, pour la première fois, générer le pelage des singes et autres lions par ordinateur. Le film dispose également de plusieurs animatronics, comme pour lions, araignées, crocodiles et autres pélicans. Enfin, côté maquillage, Bradley Pierce n'est pas non plus en reste, normal quand on connaît l'importance qu'offre Johnston aux enfants, héritier des thématiques de Steven Spielberg. Devenu mi-homme mi-singe à la suite d'une triche, heureusement que ça n'arrive pas à chaque fois qu'on joue au Monopoly, il subit plus de 3 heures de prothèse par jour, et ça pendant
plus de 2 mois. Jumanji ne devient donc pas uniquement un film, mais une expérimentation. Pour le replacer dans son contexte historique, rappelons qu'il sort 2 ans après un certain, c'est quoi déjà? Ah oui, Jurassic Park, ayant complètement réinventé le numérique. Les années 90 deviennent alors lieu de toutes les créations, public comprenant l'arrivée d'un mouvement de plus en plus fort au cinéma, celui du blockbuster tel qu'on le connaît aujourd'hui. À cette époque, créer, c'est se démarquer. L'objectif est de puiser dans de nouvelles techniques afin de faire vibrer son audience. Pour l'anecdote, à l'origine du long métrage, les producteurs prennent contact avec Johnson la semaine de sortie de Jurassic Park. Spielberg faisant comprendre aux producteurs que l'imaginaire du roman pouvait donc devenir possible. Dès lors, comme le dit le production designer James Bissell, tout se met en place pour rendre vivant cette magie, jusque dans la création de décors exclusifs pour l'occasion. We'll look at things in terms of what's required from the story to forward the story, and in terms of the special effects that have to occur. The proportions of the house weren't based on proportions of actual Georgian architecture, but in fact on what some of the events that occurred in the house. A space within which fantastic things happen. Alors oui, le challenge est immense pour ILM. Contrairement à Jurassic Park, dont on ne peut réellement connaître l'esthétique précise de leurs dinosaures, capturer le visuel d'un animal vivant, comme un éléphant ou un lion, devient beaucoup plus complexe pour les designers. Accompagné d'une trentaine de personnes sur le plateau, et ce, rien que pour la partie visuelle de l'œuvre, l'une des séquences phares du long métrage ne fut par exemple tournée qu'en quelques prises, dû à l'efficacité et la méthodologie d'ILM sur le tournage. Retranscrire la charge d'animaux dans un manoir n'était pourtant pas chose facile, mais grâce à la précision de son équipe et de son casting, Johnson impose son style. Alors je suis d'accord, ça a pas mal vieilli, notamment sur les singes, mais cette séquence, c'est toujours un succès. Action. Stampede. Stampede! 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 Run! Run! Escape! Ah! Car Johnson et les producteurs le savent, l'attrait principal réside dans leur capacité à faire voyager le spectateur, et ça dans une salle de cinéma. Cela étant, faire intervenir effets visuels au cœur de notre ville, par le prisme d'animaux sortant du jeu, devient également métaphore sur l'industrie cinématographique. On ne fait pas que proposer de la magie au spectateur, on l'amène directement chez lui, dans des environnements urbains qu'il connaît, afin de totalement le dépayser. En jeu impliquant cette notion d'évasion, culte du 7e art, Jumanji s'illustre donc déjà graphiquement autour d'une réponse, il est une part visuelle du cinéma, offrant son lot de scènes emblématiques et impressionnantes, comme l'attaque de Brentford. Mais là-dessus, d'autres scènes se voient bien plus complexes à tourner, que ce soit pour les acteurs ou même pour les besoins de sa narration. Comment, par exemple, couper un manoir en deux à la suite d'un tremblement de terre? Eh bien, selon Joe Johnson et son équipe, en coupant littéralement son plateau en deux. Basique. I'm afraid of heights. Spiders, rhinoceros stampedes, but I would think heights more than anything. That's probably the worst. Hey, that's not a good idea. That was one of the more difficult sequences to design. Jim had a great idea that basically saved the day. He said, why don't we just take the set we have when we're finished with it and cut it in half? Vous l'aurez compris, à l'instar du spectateur visionnant le film, jouer dans Jumanji, c'est faire partie d'un voyage unique en son genre. Et c'est après plusieurs mois de tournage et un budget de 65 millions de dollars que sort le 15 décembre 1995, 14 février de l'année suivante dans nos bourgades françaises, un certain Jumanji. Si le succès est immédiatement au rendez-vous, rapportant plus de 262 millions de dollars à travers le monde, pas moins de 2 millions d'entrées en France, la presse sera beaucoup plus critique avec le film. Pour plusieurs médias américains, Jumanji n'est qu'une énième façon de montrer les prouesses techniques que le cinéma clame depuis Jurassic Park, ne brillant ni par les messages qu'il véhicule, ni par son scénario. Et croyez-moi, c'est là qu'ils ont tort. Jumanji embrasse littéralement toutes les passions que peut véhiculer le cinéma. La question que je me pose, c'est comment par son travail de l'imaginaire, Jumanji devient démonstration de cinéma. Pas exempt de défauts, certes, mais unique en son genre. Là-dessus, j'aimerais établir premier paradoxe. Non, Jumanji n'est pas qu'un film pour enfants, loin de là. Quand ces suites arrivèrent sur grand écran, portées par Dwayne Johnson, l'un des principaux arguments défendant les films était de se dire qu'à l'instar du premier, ils n'étaient pas censés faire peur, décryptés comme divertissements familiaux. Et là-dessus, c'est exact. La seule différence est que, filmiquement, le premier Jumanji va bien au-dessus de ça, et ne se résout pas à un public cible. À sa sortie, la presse s'inquiète même d'en voir une œuvre trop sombre pour le jeune
jeune public. Lors d'une interview accordée au NBC Today, Robin Williams lui-même affirme que certaines scènes pourraient choquer les bambins, même s'il reste convaincu que Jumanji s'adapte à tous. A contrario, il clame également que le film ne se destine pas uniquement, dans son message, aux chérubins. Et là, je sais, t'es ébloui par le fait que j'ai utilisé les mots bambin et chérubin dans la même phrase. I would imagine the cutoff line for kids would be probably around 6. I think some of it's a little scary for under that. But, you know, there's some kids who've watched Terminator who are like 3 going, So? You didn't really disembowel him, is that what you're saying? Look, I mean, there are people already who are saying that the film may have problems because younger kids are going to be too scared. There's only one image only, I think, just that one thing. Just at the very beginning of the game, that's probably a little scary for a kid. And then it truly is a family entertainment where they're equally entertained because there's stuff on different levels for the adults. C'est la première axe d'analyse. Jumanji épouse à la perfection plusieurs styles cinématographiques au sein du même long métrage. À l'instar d'œuvres comme les Gremlins, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Son histoire se veut beaucoup plus ambitieuse qu'une simple adaptation. Amplifiée par la composition macabre de James Horner, le réalisateur nous embarque dès les prémices de son aventure en 1869. Ici, nous n'avons que les regards effrayés de deux personnages pour supporter l'ambiance de la situation. Un cimetière, des hurlements de loups aux alentours et le bruit oppressant des tambours du Jumanji personnifiant le plateau. Tout est mis en place pour offrir au film ambiance gothique et puissante. Annonçant tout de suite la couleur, Johnson soigne sa réalisation, dévoilant tout le danger que représentera le Jumanji. Notons également que le parti pris de ne jamais révéler l'origine du jeu, de son pouvoir, renforce ce côté horrifique. Nous n'avons aucune échappatoire, si ce n'est finir la partie, travail là aussi d'imaginaire, terreur environnante. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, rien qu'avec cette phrase, j'avais les boules. Et ce n'est pas la seule séquence m'ayant effrayé. En jouant sur le non-dit et les apparitions de ces créatures, Jumanji installe tout au long du récit cette peur de l'inconnu. Animaux aux tailles gigantesques surgissant de l'obscurité, réécrits par le regard des enfants. C'est une des forces de Johnson. S'il ne réalise pas un film d'horreur, il en maîtrise toutefois complètement les codes, que ce soit par l'arrivée des ennemis ou la vision des protagonistes. Prenons par exemple la séquence du lion. À plusieurs reprises, Johnson ne fait que le suggérer. Par sa queue, une ombre sur le mur ou l'obscurité d'une pièce sombre. L'objectif, joindre le gigantisme de l'animal au suspense de ses plans. Souhait également partagé par ILM, là où il aurait été beaucoup plus facile pour le public de faire face à quelque chose qu'il connaît, Jumanji offre design et dimension beaucoup plus effrayantes à ces animaux, comme ce sera le cas pour les moustiques, les plantes ou les araignées. Ici, la peur n'intervient donc que par la subtilité de sa mise en scène et le vécu de ses personnages. J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Des choses que tu ne peux même pas voir. Il y a des choses qui rôdent autour de toi, la nuit. Soudain, tu entends un hurlement. Puis tu les entends manger. Et là, tu pries Dieu de ne pas être le dessert. La peur. Mais tu ne sais même pas ce que c'est que la peur. Je te jure que tu ne tiendras pas 5 minutes sans moi. C'est là où, pour moi, Jake Kasdan s'est planté. Quand on entend cette phrase, difficile de trouver le Jumanji du rock crédible. Bordel, elle est où la jungle de tous les dangers qu'on voyait aussi dans la série animée, putain? C'est là qu'on touche, pour moi, à ce que Jumanji sait faire de mieux. Une phrase devient une étude devient un personnage, et les personnages deviennent une âme. Ayant vécu dans la terreur pendant des années, la figure paternelle qu'adopte malgré lui Alan Parrish n'a rien de rassurante. Il ne considère même pas Judith et Peter comme des enfants. Par le prisme de ses avertissements, il avertit le spectateur sur la suite des événements. Ses actions impactent directement l'audience, car il est le seul à comprendre le jeu et à véritablement le redouter. C'est via cette peur qu'arrive maintenant nouvel axe psychologique. Au détour de son histoire, il n'est pas uniquement question de finir un jeu dangereux, mais se découvrir humainement. J'ai toujours analysé le Jumanji comme la définition des personnages, un jeu pour tous ceux souhaitant laisser derrière eux leur univers. En lançant les dés pour la première fois, Alan ne fait pas qu'entamer une partie, il se définit comme axe psychologique. Oui, celui-ci laisse derrière lui problèmes familiaux, difficultés avec son père et situations difficiles par son statut de Parrish. À son retour, il redécouvre une ville à l'image de son personnage, brisé. Précisons d'ailleurs que l'illustration de Brentford, glauque et en perdition, n'est que l'image d'un homme ayant tout comme cette ville perdu son âme. Mention spéciale à son retour dans une usine dévastée, symbole de sa relation détruite avec son père. I changed from the beginning being a boy who is very much afraid of everything
to becoming a man who is very much afraid of everything. And part of his growing up is to deal with it. Cette aventure devient alors quête personnelle, symbolique du temps qui passe. Que feriez-vous si vous perdiez des années de votre existence et que le monde tel que vous l'aviez connu a disparu? Si vous appreniez la mort de vos proches, et ce, indirectement, par votre faute? Comment agir face à Peter qui, à l'instar d'Alan, fonctionne dans le déni de sa tristesse, ayant lui aussi perdu ses parents? C'est ce genre de réflexion, Jumanji. Poésie allant jusqu'à la disparition d'une ville sombrant dans le chaos, parfois même filmée dans la plus grande tradition des films post-apocalyptiques. Le père Parish s'en va et le monde met la clé sous la porte. Je pense qu'il s'agit de la liberté la plus pertinente qu'une œuvre puisse prendre sur son socle original. Rappelez-vous qu'à l'origine, la nouvelle d'Halsberg ne comptait que les aventures de Judith et Peter. En incluant Alan Parrish dans l'équation, Johnson installe dose de mystère, de douleur et de questionnement pouvant parler à chacun d'entre nous. Jumanji, en particulier sur sa séquence finale, c'est une quête du père amenant au pardon, mais aussi une quête personnelle. En revenant en 1969, il te fait prendre conscience que rien ne sert de grandir trop vite. Oui, il est important de devenir un homme, mais également de garder une âme d'enfant, représentée par celui se battant pour devenir adulte, Alan Parrish. Dans sa relation avec Sarah, on devine toujours l'enfant en lui, parfois moins mature que Judith et Peter, emprisonné dans un univers qui l'empêcha de grandir. Réfléchir à de telles thématiques, et ce peu importe le genre de ton œuvre, c'est du cinéma. On pourrait presque y voir la face cachée du personnage de Sarah, prisonnière elle aussi, à sa façon, du Jumanji. Et le plus fort, c'est qu'il n'est jamais mieux aidé que par la composition musicale de James Horner. Pour ça, court extrait d'une séquence et interprétation du morceau. Le cinéma, ce n'est pas qu'un art visuel. Le cinéma, quand il est réussi, c'est l'appel d'une bande originale, d'une composition audacieuse, te restant en tête longtemps après la séance. Ici, James Horner livre une partition exceptionnelle, collant non seulement au personnage d'Alan Parrish, mais aussi au regretté Robin Williams. Si j'ai choisi A New World, que je vous laisserai écouter dans son intégralité, c'est parce qu'au détour de cette scène, il représente tout ce que sont les deux hommes. Horner commence avec des notes entraînantes, presque saltimbanques, à l'image de l'humour, de l'honnêteté et de l'ivresse d'Alan et Robin pour la vie. Mais à l'instar de son personnage et de l'homme, il se termine avec vraie mélancolie, tristesse que rien ne saurait réconforter. Elle exprime la difficulté d'un jeune adulte devant non seulement faire face à son destin, mais aussi devenir père, mentor et amant d'une vie à laquelle il ne fut jamais préparé. Il rappelle la précarité d'une vie, d'une innocence perdue, tout ce que représentera finalement Monsieur Robin Williams. Allez, t'es à 10 cases de la fin, 10 cases de la fin, 10 cases de la fin. L'heure est grave, tu es presque arrivé. Mais voilà que Scott Gimple se met à sonner. Vous foutez de moi là. La peur, c'est fait. Le mythe du fantastique et de l'imaginaire, c'est fait. La psychologie poétique et l'action par son travail visuel, c'est fait. Maintenant, reste dernier atout phare du long métrage, l'humour. Je dirais pas le contraire, Jumanji est drôle, très drôle, réfléchi pour nuancer son propos entre le comique de Robin Williams et le suspense de son scénario. Là encore, il représente l'âme du long métrage, sorte de tristesse poétique dont l'humour devient souvent moyen d'évasion, souvent sarcastique, mais d'une profonde humanité. Cela étant, Robin n'est pas seul dans l'équation. En jouant sur un comique de répétition et des personnages stéréotypés, Johnson s'éclate et les comédiens avec lui. Von Pelt, par exemple, se voit régulièrement tourner au ridicule, lui pourtant chasseur ayant apeuré le jeune Alan à l'intérieur du Jumanji. Vous n'êtes pas un serial killer, au moins? Si l'on pourrait voir une envie d'autodérision pour l'auteur, là aussi, le message est tout autre. Von Pelt, joué par le même acteur que le père Parrish, représente une partie de cette quête d'émancipation, symbole de l'autorité que redoute Alan, à l'instar de son personnage enfant. Oui, les mots du chasseur résonnent comme ceux de son père, preuve que Johnson illustre toujours sa narration par de vrais messages. Après, clairement, si l'on doit parler comique, je suis obligé de citer le prophète moderne, l'icône du long métrage, Monsieur Carl Bentley. J'ai toujours rêvé de faire ça. Reculez, s'il vous plaît.
Au cinéma, il existe plusieurs formes de comédie, et dans l'absurde parfaitement maîtrisé, Bentley est un running gag vivant, à la fois loser magnifique et stéréotype du flic un peu gauche mais irrésistible. Ce sont ces thématiques qui donnent lettre de noblesse à Jumanji, devenant pour moi réelle représentation de cinéma. Une multitude de genres y sont développés, le tout dans une œuvre qui, quoi qu'on en dise, et ce jusqu'à son générique, se veut extrêmement humble. Dans sa réalisation, sobre mais cruellement efficace, dans le choix d'un casting touchant et éclectique, le long métrage de Joe Johnston devient référence. Et c'est par cette référence que nous avons tous, chacun à notre façon, grandi avec une œuvre filmique. Car Jumanji n'est que mon univers, mais vivre avec le cinéma, cette passion telle que je vous la dévoile, vous l'avez tous forcément déjà ressenti avec un long métrage. Est-ce qu'un film peut représenter le cinéma ? Son attraction, son pouvoir, sa vision du monde? La réponse semble vite répondue. Par Jumanji, j'ai voulu montrer une fresque sincère, épousant des codes rappelant mon amour pour celui-ci. Mais un film, évidemment, ne peut représenter l'ensemble du cinéma. En revanche, il peut être notre cinéma. Non, je ne rentrerai pas dans le jeu du qu'est-ce qu'un bon cinéphile, qu'est-ce qu'une légitimité, etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est de ne jamais avoir honte de votre cinéma. Que vous soyez marqué par un film des premiers temps, une proposition de science-fiction, un chef-d'œuvre asiatique ou une poésie d'un instant, c'est votre amour qui fait votre cinéma. Et c'est votre cinéma qui façonne le cinéma. Cette envie de décortiquer chaque image, d'en apprendre le sens, de voir, même via Jumanji, ce que l'auteur vous cache derrière une scène culte, la direction qu'il prend, le message qu'il véhicule. Le cinéma est probablement la plus grande évasion possible, et le plus beau voyage qu'il nous est donné de voir. Et oui, Jumanji a été mon premier voyage. Il n'est pas devenu le cinéma, mais il a créé mon amour du cinéma. Celui pour lequel je me bats, celui que j'aime, rencontre avec l'extraordinaire et regretté Robin Williams. Alors merci, Joe Johnston. Et ça, peu importe le lancer de dés. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.